Alors, je vous remercie de votre présence à cette conférence de presse sur un sujet qui, il est vrai, fait couler beaucoup d'encre, mais qui n'avance pas, le Made in France. Produire et acheter français, vous le savez, est une exigence que j'ai placée au cœur de mon projet de redressement national depuis longtemps, dont j'ai beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle, bien avant qu'elle ne ressurgisse d'ailleurs dans la bouche de certains candidats à la dernière élection sous forme de slogans de campagne à vocation publicitaire. Il est temps en effet d'aller au-delà des impostures. Les Français doivent pouvoir démasquer les imposteurs sur un sujet dont découle toute une politique de réindustrialisation, de reconquête de la souveraineté et de l'emploi. La première boussole que doivent avoir les Français, c'est celle du rapport à l'Union européenne. Accepter l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, pousser même à sa fuite en avant, est purement et simplement incompatible avec la défense du produire français. Il faut dire les choses telles qu'elles sont et cesser de mentir à nos compatriotes. N'importe quel responsable politique, de quelque bord qu'il soit, qui se fait défenseur des règles de l'Europe de Bruxelles, est automatiquement insincère quand il promet de défendre le Made in France. Pour une raison simple. L'Union européenne interdit dans ses traités et dans ses directives toute forme de patriotisme économique. Elle interdit toute forme de priorité nationale dans les marchés publics. Elle interdit à nos administrations d'acheter prioritairement français. À ce sujet, les Français ont récemment appris avec stupéfaction que la police nationale venait de passer un contrat d'achat de véhicules automobiles avec une firme américaine. Oh, ça n'est pas la première fois, on se souvient des scooters taïwanais de la Poste, on se souvient des brodequins de l'armée fabriqués en Tunisie. Hélas, ce type d'exemple se multiplie. L'Union européenne interdit de donner une priorité aux PME et aux PMI. Elle ne défend même plus sa raison d'être lors de mise en place de la CE, la préférence communautaire, tombée dans les oubliettes de Bruxelles. En bref, l'Union européenne, c'est le royaume du Made in China. Ce que je dis est tellement vrai que le premier des imposteurs sur ce sujet, Arnaud Montebourg, vient de se le voir brutalement rappelé par ses maîtres, l'OMC et la Commission européenne. Ah, il est loin, le Montebourg de la démondialisation, le Montebourg de la défense du protectionnisme, le Montebourg de la campagne interne du Parti socialiste. Je vous rappelle, oh, même si c'est un peu cruel de ma part, mais je vous rappelle quand même ce qu'il disait, Arnaud Montebourg, il y a 1 an à peine. Tous nos concurrents sont protectionnistes, dirigistes, interventionnistes, alors que nous laissons faire le marché et nous subissons la passoire de l'Union européenne. Déclaration faite à l'AFP en 2011. Ou encore, nous tous, sans le savoir, sommes unis à cause d'un même problème, la mondialisation. Une escroquerie que nos dirigeants nous ont infligée pendant 20 ans et qui s'est retournée contre nous. Ça, c'est un extrait de son livre, La démondialisation. Et voici ce que lui répondent aujourd'hui ses maîtres. Les maîtres de l'UMP et du PS, à savoir le directeur général de l'OMC, Pascal Lamy, qui a refusé toute forme, je le cite, de protectionnisme patriotique supposé le mois dernier. Pascal Lamy, le socialiste, dont je pense qu'il prendra en 2013 la direction d'un gouvernement dit technique, en réalité de mise sous tutelle de la France, comme on a pu le voir dans d'autres pays européens voisins. Au même moment, le commissaire européen, M. de Gucht, a rejeté l'idée de la France de mettre sous surveillance les importations de voitures coréennes. Nous avons mené l'enquête, a-t-il dit, et conclu que cette requête n'est pas fondée. Circulez, braves gens. Cet obscur commissaire a tranché, il n'y a rien à voir. Alors, devant ce désastre, je dis à Arnaud Montebourg, Arnaud, retire ta marinière et viens plutôt demander conseil à Marine. Nous sommes en effet les seuls cohérents et crédibles, parce que nous expliquons très clairement que derrière le débat sur le produire et acheter français, derrière le débat sur la compétitivité, il y a d'abord et avant tout la question de la réindustrialisation de la France. On n'achètera pas français si on ne produit pas français.
Et on ne produira pas français si on ne reconstruit pas une industrie française, protégée de la concurrence internationale déloyale. C'est cette question-là qui est au centre du sujet, bien plus que les questions qui existent, mais accessoires, des labels, des linéaires dans les magasins et autres incitations à la consommation made in France. Produire et acheter français suppose ainsi, premièrement, de permettre une industrie française en mettant fin au ravage de la concurrence internationale déloyale. Vous le savez, nous sommes favorables en ce sens à la mise en place de barrières douanières ciblées aux frontières nationales, de quotas d'importation, pas plus d'importation de tels produits venant de tel pays chaque année. Sur cette question des nécessaires protections aux frontières, un référendum me semble une bonne initiative afin d'imposer le débat et débloquer la situation. Deuxièmement, inspirons-nous ensuite des meilleures lois de patriotisme économique à l'étranger, qui favorisent la production nationale. La loi Achetons français que nous proposons pourra s'appliquer aux achats stratégiques, comme par exemple l'acier. Alors qu'aujourd'hui, 60% de l'acier utilisé en France est importé de l'étranger. Aux États-Unis, par exemple, les marchés publics de l'État fédéral répondent à des obligations astucieuses. Les produits bruts doivent être extraits ou produits aux États-Unis, à 100%. Et les produits finis doivent contenir au moins 50% de composants américains et être assemblés aux États-Unis. Des exceptions existent, bien sûr, si l'offre américaine est insuffisante. Nous sommes aussi favorables, sur le modèle du Brésil, à une surtaxe sur les véhicules automobiles qui ne sont pas fabriqués au moins à 50% sur notre territoire. Au Brésil, je vous signale tout de même que ce taux est même de 66%. Troisièmement, il faut au niveau de la commercialisation inciter les grandes surfaces à proposer à leurs clients des produits fabriqués en France. Pour cela, l'outil fiscal pourra être utilisé sous forme d'un bonus-malus, puisqu'il paraît que c'est très à la mode. Bonus quand on propose une part conséquente de produits fabriqués en France, malus quand on se fournit prioritairement à l'étranger. Mais, après tout, cette mesure ne ressemble-t-elle pas à l'exception culturelle française, qui impose une part de production française? Quatrièmement, le produire et acheter français suppose aussi une nouvelle politique de l'innovation. L'État stratège doit impulser et accompagner la reconstruction d'une industrie nationale. Il doit aussi stimuler l'innovation et la mobilisation des compétences et des talents, dont nous ne manquons pas. Concernant l'innovation, nous demandons une remise à plat totale du mécanisme de crédit impôt recherche, qui est aujourd'hui largement capté par les grands groupes dans le cadre d'une politique d'optimisation fiscale, ce qui est évidemment un détournement de sa vocation originelle. En parallèle, les PME et PMI n'en profitent quasiment pas, alors que ce sont elles, bien souvent, qui auraient le plus intérêt à être stimulées dans leur politique d'innovation et de recherche et de développement. Nous proposons ainsi de revoir les plafonds maximums, de mieux cibler les PME-PMI en ce qui concerne les dossiers acceptés et de conditionner son octroi au maintien intégral, évidemment, des centres de recherche en France. Cinquièmement, il faut enfin avoir le courage de dénoncer la bureaucratie terrifiante, qui est un handicap majeur pour les PME-PMI, obligés de naviguer dans la jungle de la paperasserie, entraînant évidemment perte de temps, perte d'argent et donc perte de compétitivité. Le guichet unique pour les PME-PMI, qui existe dans d'autres pays, par exemple la Belgique, est aujourd'hui une obligation pour permettre à nos entreprises de retrouver de la compétitivité non seulement à l'égard des entreprises européennes, mais également à l'égard des grands groupes. Sixièmement, il faut enfin produire une élite nationale, tout entière tournée vers le redressement de la nation. C'est au niveau de l'enseignement supérieur que les choses se jouent largement, pour faire en sorte que la France redonne un projet national à son élite, pour réancrer ces élites dans la réalité de notre pays, pour indiquer le chemin d'une vaste aventure collective, nationale et patriote. En ce sens, les liens entre grandes écoles et universités seront encouragés via la multiplication des maîtrises et doctorats communs afin de permettre une meilleure circulation des élites intellectuelles entre deux univers aujourd'hui trop cloisonnés et d'offrir des doubles diplômes permettant un passage plus souple dans le cadre de la carrière professionnelle entre l'univers de la recherche et celui des métiers plus opérationnels.
Les chercheurs de l'université n'ayant rien publié pendant une période à déterminer seront, selon les disciplines, se verront proposer, sauf cas exceptionnel, une reconversion professionnelle vers les filières administratives d'enseignement ou de valorisation de la recherche. Il faudrait travailler sur la piste déjà évoquée de la fusion des grands établissements français, Polytechnique, HEC, ENA, dans une école nationale du génie français, directement rattachée au Premier ministre. Cette école permettra de faire travailler ensemble des univers professionnels qui aujourd'hui trop souvent s'ignorent, se connaissent mal, se caricaturent, alors qu'ils auront vocation à travailler main dans la main pour le redressement du pays. Cette école permettrait de redonner du sens aux études universitaires les plus prestigieuses. Oui, je le pense, et le dit sans détour, les élites de la France ont vocation à travailler prioritairement pour la France. Elles en reçoivent beaucoup. Elles lui doivent donc beaucoup. Polytechnique n'a pas vocation à former les traders de Londres. Et l'ENA, les dirigeants de demain des grandes banques. Avec les réformes que je propose, la France aura de nouveau un projet. Elle saura où elle va, et chacun aura vocation à y trouver sa place. En cette période d'immense souffrance parmi le peuple français, ces principes devront être réaffirmés, et l'existence d'une telle école qui fera fi des divisions du passé, qui montrera un cap, sera un excellent signal, au-delà d'être un excellent outil pour le relèvement de la nation. Son rattachement en direct au Premier ministre, qui chaque année s'y rendra solennellement pour y fixer le cap, sera un autre élément fort qui montre que la France ne se résout pas à la rupture de plus en plus insupportable entre son peuple et ses élites. Devant ce constat, il serait de bon ton de saluer les bons résultats à l'exportation de notre industrie agroalimentaire et de notre agriculture. La chute de Doux ne serait qu'une parenthèse douloureuse, une exception, nous dit-on. La réalité est autrement plus complexe et préoccupante que ce que laissent entendre ces commentaires de circonstance. Seuls les céréales et les boissons alcoolisées, principalement le vin, ont tiré à la hausse nos exportations agroalimentaires et agricoles ces 2 dernières années. Les autres secteurs continuent de subir une crise durable qui se traduit par une stagnation ou une baisse de la production de fruits, de légumes, de produits laitiers, de viande, d'œufs. Crise qui a permis aux Pays-Bas, à l'Allemagne, de rétrograder la France au 3e rang des exportateurs agricoles de l'Union européenne en moins de 5 ans. Crise qui déstabilise gravement la majorité de nos producteurs et ébranle les fondations de l'industrie agroalimentaire française qui ne cesse de perdre des parts de marché depuis 20 ans, tant sur la demande intérieure qu'à l'exportation. Alors que la demande mondiale des denrées alimentaires connaît une croissance sans précédent, eh bien nous assistons en France à un véritable massacre de la valeur ajoutée. L'essentiel de la valeur ajoutée engendrée par les matières premières agricoles se trouve dans la transformation. Et miser massivement sur l'exportation de matières premières non transformées, c'est détruire des emplois. C'est ravaler la France au rang de pays émergents. Miser uniquement, comme le font de plus en plus d'industriels, sur le dernier maillon de la transformation, celui qui assure la plus forte valeur ajoutée, plats cuisinés frais, desserts préparés, viande ou charcuterie préemballée, sans pouvoir tenir compte de la provenance des denrées utilisées, c'est laminer la production agricole française et condamner la majorité des savoir-faire agricoles et industriels français à moyen terme. Faute de volonté politique et de mesures efficaces, ce sont pourtant les 2 pis-aller qui ont été adoptés ces dernières années par bon nombre de responsables agricoles et industriels. Les premiers cherchant à revaloriser par tous les moyens de production des productions en grande difficulté, les seconds soucieux de préserver leurs marges dans un contexte de dérégulation des échanges et de pression intenable de la grande distribution. J'évoque évidemment la fin de la loi Galland sur la grande distribution en 2008. Il s'agit là d'une aberration économique dont personne ne veut dans notre pays, à l'exception peut-être d'une poignée d'irresponsables zélateurs du néolibéralisme. Une aberration qui menace directement et à court terme des centaines de milliers d'emplois, quand on sait que l'ensemble des secteurs agricoles, para-agricoles et agroalimentaires pèsent 2,5 millions d'emplois directs. 2,5 millions d'emplois vitaux pour 80% de notre territoire. Aucune statistique ne prend en compte la valeur territoriale de l'emploi. Il est pourtant beaucoup plus difficile de retrouver un emploi quand votre ferme fait faillite dans la Manche, quand votre usine ferme dans le Finistère, la Creuse ou la Mayenne, que si vous habitez les principaux bassins d'emploi que sont les grandes villes françaises et leurs périphéries. Nos campagnes et nos petites villes n'ont pas vocation à devenir l'ultime périphérie de nos grandes villes,
sous prétexte d'une tertiarisation absolue de notre pays que tout le monde sait désormais être illusoire. La France doit rester un pays de production. La France doit pouvoir produire plus et produire mieux. La France a besoin de tous ses savoir-faire. La France doit tout faire pour assurer la pérennité de son agriculture, de toutes ses agricultures, et redynamiser d'urgence son industrie agroalimentaire. Alors ceux qui défendent réforme après réforme la politique agricole commune, premier budget de l'Union européenne, en s'appuyant sur les fondamentaux de 1962, tout en taisant ses dérives, sont irresponsables. Avec l'équivalent de 34 millions d'hectares de déficit de production, où est passée la souveraineté alimentaire des États membres? Avec des matières premières livrées à la merci des spéculateurs, où est la défense des consommateurs? Où est la pérennité de notre industrie? Avec des revenus toujours inférieurs aux moyennes nationales, où est le niveau de vie équitable des agriculteurs? La réponse est évidente, nulle part. La PAC qu'ils nous vendent est une PAC dévoyée. La PAC qu'ils renégocient n'offre depuis 10 ans plus aucune garantie à l'avenir de notre agriculture, de notre industrie et de nos emplois. Pire encore, cette PAC a désorganisé notre production alors qu'elle aurait dû la renforcer. Nous avons un besoin urgent d'une politique agricole viable et il ne peut en aucun cas s'agir de celle-ci. L'essentiel du débat d'ailleurs se focalise depuis 5 ans sur le déficit de compétitivité de notre agriculture et de notre industrie agroalimentaire. Alors sans minimiser le problème, l'essentiel du débat est ailleurs. Peut-on mener à bien le redressement de notre production sans politique monétaire adéquate? Peut-on continuer à subir la concurrence de pays qui ne respectent pas nos normes sociales et environnementales, y compris, excusez-moi, au sein même de l'Union européenne, sans instituer de barrières douanières? Doit-on continuer à édicter des normes dont toutes les autres puissances se passent? Doit-on continuer à se plier à des lobbies d'opinion environnementaux extrémistes et minoritaires quand l'intérêt supérieur du pays est en jeu? Doit-on continuer à subir des négociations qui ne font qu'acter les divergences de plus en plus marquées des pays membres de l'Union européenne et ne satisfont donc plus personne? Sommes-nous obligés de laisser la grande distribution imposer sa loi sous prétexte de défendre le pouvoir d'achat de nos concitoyens, tout en oubliant que les plus vulnérables de nos actifs sont avant tout les travailleurs, que les pratiques de cette même grande distribution risquent à terme de priver d'emploi? Ces questions, de nombreux Français se les posent, de nombreux élus de droite comme de gauche se les posent, mais je suis la seule à oser les évoquer publiquement et à y apporter des réponses, encore aujourd'hui, dans cette conférence de presse. Si nous voulons continuer à produire français, il faut en finir avec l'économiquement correct. Plutôt que de se contenter de poser le temps d'une une de magazine pour faire oublier qu'un socialiste français dirige l'OMC. J'ai regardé comme vous les conclusions d'un séminaire qui n'est pas encore terminé. Décidément, ça devient une habitude au gouvernement. On a les résultats des commissions et des discussions avant même qu'elles aient eu lieu. On a bien les résultats du Conseil constitutionnel avant même qu'ils se réunissent. Et je crois pouvoir vous indiquer que je plains M. Gallois. Je le plains parce que je sais qu'au fond de lui, il connaît les problématiques qui sont celles de notre économie et les difficultés de nos entreprises. Je pense qu'il sait que ce sont les diktats de l'Union européenne, que c'est en grande partie cette monnaie unique qui est à l'origine de l'effondrement de notre économie. Mais il est un haut fonctionnaire à qui on a demandé de faire un rapport sur la compétitivité en tenant compte du cadre contraint imposé par l'Union européenne. Alors, vers quoi va-t-on? Le retour de la TVA sociale? C'est piquant quand on se souvient quand même de la manière dont les socialistes ont condamné cette option lorsqu'elle était portée par Nicolas Sarkozy. Vous me direz, ils avaient aussi condamné dans des termes très durs les traités européens qu'ils ont pourtant imposés aux Français sans en modifier une seule virgule, car les échos que nous pouvons avoir, je ne veux pas anticiper sur les décisions qui vont être prises par le gouvernement à l'issue de ce séminaire, mais les pistes qui ont fuité reviennent strictement à la TVA sociale, peu ou prou, qu'avait proposé en son temps Nicolas Sarkozy.
Elle consiste donc à faire payer par les consommateurs une forme de mini-dévaluation que l'on ne peut pas faire puisque nous sommes contraints par un euro trop cher. Ceci ne réglera pas le problème de nos entreprises, ne serait-ce que parce que ces mini-exemptions de charges ne les rendront pas compétitives par rapport à des sociétés basées en Chine ou au Bangladesh, où le niveau de salaire est de jusqu'à 50 € par mois, en ce qui concerne le Bangladesh. Dans ce rapport, par définition, puisqu'on ne touche pas au dogme, hein, on ne touche pas à la religion européiste, il n'y a rien sur le patriotisme économique. C'est interdit par Bruxelles. Rien sur la monnaie. Oh non, on ne touche pas à l'euro. Rien sur le libre-échange. Ben non, c'est interdit par Bruxelles. Rien sur la taxation des importations. Ben non, c'est interdit par Bruxelles. On n'évoque rien de tout cela, alors même, permettez-moi de m'en étonner, que lors de son déplacement, M. Hollande a indiqué très clairement que le taux de change du yuan était un gros problème pour la compétitivité française. Ah bah tiens donc. C'est drôle que ce soit des déclarations qu'il fasse systématiquement lorsqu'il est à l'étranger, mais pourquoi ne les fait-il pas lorsqu'il est en France? C'est donc bien le taux de change qui est en cause dans l'énorme problème de compétitivité que subissent nos entreprises. On présente l'éventualité de 10 milliards d'économies supplémentaires. Sur quoi? Dans quel domaine? Est-ce qu'on va enfin lutter vraiment contre la fraude sociale en mettant en place la carte vitale biométrique qu'on attend depuis des années et des années? Ah, on a mis moins longtemps à mettre en place le passeport biométrique, mais c'est normal, c'est les États-Unis qui avaient exigé cela de nous. Alors là, on s'est précipité. Mais pour les cartes vitales qui entraînent le versement de beaucoup plus de droits qu'un simple passeport, là, on n'est pas pressé de mettre en place la carte vitale biométrique qui pourtant pourrait lutter efficacement contre les milliards de fraudes que subissent la France. Est-ce qu'on va enfin arrêter l'immigration? Allons-nous supprimer l'AME au moment où un Français sur 3 ne se soigne plus correctement et où on multiplie les déremboursements, notamment sur les médicaments luttant contre l'hypertension, créant ainsi, comme je l'ai dit, un véritable racisme social? Est-ce que l'on va toucher aux collectivités territoriales? Conseils généraux, conseils régionaux, qui multiplient les gabegies et les explosions de budget et de dépenses d'argent public depuis des années en toute impunité? Non, bien entendu. Je pense qu'une fois de plus, ce sont les plus faibles, les plus pauvres qui se verront interdire tel ou tel remboursement, qui verront se restreindre l'accès à des services publics qui ne sont plus que les fantômes de ce qu'ils ont été dans le passé. On fermera encore des tribunaux d'instance, on fermera encore des gendarmeries, on fermera des commissariats, on concentrera encore des maternités, on concentrera des collèges, on fermera des casernes. Voilà. Je vous signale que l'Allemagne a ouvert la voie de ce qu'est en train de faire le gouvernement français. Quand ils ont augmenté leur TVA de 16 à 19%, la seconde étape a été la baisse des salaires. Celle-ci a déjà commencé. Je vous annonce donc le prochain volet de l'action gouvernementale. Ce sera la mise en œuvre de la flexi-sécurité, dont le seul et unique objectif sera la baisse des salaires. Tout ça dans le but de tenter de contourner la politique économique absolument désastreuse qui est la conséquence de la monnaie unique et des directives de libre-échange imposées par l'Union européenne. Voilà où est le vrai problème. Personne dans la classe politique n'en parle pour une raison simple, c'est que l'UMP et le PS sont parfaitement d'accord sur cette feuille de route qui consiste aveuglément à suivre le carcan
qui nous a été imposée par l'Union européenne et dont pourtant les résultats sur le plan économique et sur le plan social sont absolument désastreux. Je terminerai en vous rappelant une phrase qui a été prononcée dans un éclair de franchise par M. Hollande au quotidien Le Monde. Il a dit « Je pense que la gauche est la mieux à même d'engager cette mutation de la France. Les autres l'auraient fait, mais brutalement. » Ceci est un aveu terrible que, comme nous le dénonçons depuis bien longtemps, la feuille de route du gouvernement français est en même temps une feuille de route extérieure et consensuelle entre les deux partis que sont l'UMPS. Voilà. Avez-vous des questions sur ce sujet ou sur d'autres? J'en ai une sur votre proposition. Déjà, bonjour. Bonjour. Votre proposition sur de fusion des grandes écoles et des universités. Avec l'autonomie des universités, je ne vois pas comment ça pourrait être financé sans une augmentation substantielle des frais d'inscription à la fac. Et donc je voulais savoir comment vous financeriez le regroupement avec les grandes écoles, parce qu'on ne peut pas... Attendez, pour la fusion dont on a parlé est une fusion entre Polytechnique... Non, des diplômes de maîtrise. Des doubles diplômes, n'est-ce pas, les fusions. Maîtrise et doctorat avec les grandes écoles. Mais c'est des doubles diplômes, ça. Ce sont des doubles diplômes, ce ne sont pas des fusions entre l'université. Voilà. Donc ce sera, si on est inscrit à Assas par exemple, on aura le diplôme Sciences Po à la fois en même temps, quoi, par exemple, ce pourrait être ça. Il n'y a pas d'autres questions? Oui, si. Allez, je vous en prie. Une question qui porte sur ce que vous appelez les barrières douanières adaptées aux frontières. Donc pour vous, ces barrières ces barrières douanières, ça serait uniquement au cadre, on va dire, national français, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'abord et avant tout un niveau européen et ensuite... Écoutez, je crois que ce niveau européen est une utopie. Voilà. C'est un mensonge qui est utilisé par la classe politique depuis des années, que ces mensonges proviennent de l'UMP ou du PS d'ailleurs, jusqu'à l'extrême gauche, puisque ces protections illusoires aux frontières européennes ont été exprimées également par M. Mélenchon. La réalité, c'est que l'Union européenne n'acceptera jamais de mettre des protections aux frontières de l'Europe. Elle l'a dit, redit, en toutes circonstances. Monsieur Lamy l'a rappelé, Monsieur Barroso le rappelle à chacun de ses discours, Monsieur Van Rompuy le rappelle à chacun de ses discours. Il est hors de question pour les instances de l'Union européenne de mettre en place le moindre obstacle au libre-échange total qui est le fondement de leur idéologie. Voilà. Il en est hors de question. Ça ne s'est pas fait hier, ça ne se fera pas demain. Donc, demandez aux Français de la patience, comme on leur demande depuis maintenant près de 20 ans, en leur disant que demain, l'Europe protégera, que demain, l'Union européenne mettra des barrières de protection contre les importations, c'est-à-dire contre les importations effectuées dans le cadre d'un dumping social, d'un dumping monétaire, d'un dumping environnemental, est un mensonge. Voilà, c'est un mensonge. Par conséquent, il n'y a pas 50 solutions, il y en a 2. Soit le libre-échange total, soit le protectionnisme national. Eh bien, l'ensemble de la classe politique française est du côté du libre-échange total, et nous sommes du côté du protectionnisme national. Oui. D'accord, pas de problème. Il n'y a pas d'autres questions? Vous avez vu que nous arborons le bleuet de France en cette semaine
qui précède le 11 novembre, dans la volonté de faire revivre cette tradition, ce symbole national du souvenir, le souvenir de tous ceux qui se sont battus pour que la France reste libre, un souvenir auquel nous tenons particulièrement au moment où, grâce à une sorte de politique du voleur chinois, nos dirigeants sont en train de priver le peuple français de cette liberté si chèrement acquise. Bien, écoutez, je vous remercie.